Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans le monde des webbooks. C'est vraiment un des piliers de l'automatisation moderne, et pourtant ça peut paraître un peu obscur au début. Alors on va décortiquer tout ça ensemble, du concept le plus simple jusqu'à une mise en place qui soit non seulement fonctionnelle, mais surtout sécurisée. Le but du jeu, c'est qu'à la fin, les webbooks n'aient plus aucun secret pour quiconque. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va définir simplement ce qu'est un webbook. Ensuite, on regardera de quoi il est fait, son anatomie, puis on mettra les mains dans le cambouis avec une configuration dans N9N. Après ça, un point essentiel, la sécurité. Et on terminera avec quelques bonnes pratiques à garder en tête. C'est parti! Bon, première étape, la plus importante, c'est quoi au juste un webbook? En fait, le concept est vraiment très simple, surtout si on utilise la bonne image. Voilà l'idée. Imaginez qu'une application, un service externe, vienne sonner à votre porte. Sauf que cette porte, c'est une URL, une adresse web unique. Et cette sonnette retentit au moment précis où un événement se produit. L'info vient à nous, on n'a plus besoin d'aller la chercher. C'est ça, la magie du truc. Et là, on touche vraiment à la différence fondamentale. Avant, on avait ce qu'on appelle le polling. Imaginez un peu, c'est comme si votre application devait appeler une autre application toutes les 5 minutes pour lui demander « Alors, il y a du nouveau ? Et maintenant ? Toujours rien ?» C'est lourd, c'est lent, ça consomme des ressources pour rien. Le webbook, lui, c'est l'inverse total. Il ne demande rien. Il attend qu'on lui dise « Hey, il vient de se passer un truc ». C'est instantané et tellement plus intelligent. Bon, pour être un peu plus formel, un webbook, c'est donc une notification HTTP qui va déclencher une action de façon automatique. C'est vraiment le cœur de l'automatisation qu'on appelle événementielle. On ne subit plus, on réagit instantanément à ce qui se passe. Ok, maintenant qu'on a compris le pourquoi, voyons le comment. On va disséquer un webbook pour voir comment ça fonctionne sous le capot. En gros, il y a 3 pièces principales dans le moteur. Le processus est d'une logique implacable. Premièrement, il se passe quelque chose. Un formulaire est envoyé, un client paie sa commande, c'est l'événement déclencheur. Deuxièmement, l'application où ça s'est passé envoie un petit message à l'adresse web unique qu'on lui a donnée. Et troisièmement, notre application, en recevant ce message, se met au travail et déroule toute une série d'actions qu'on a préparées. Simple, non ? Et ce fameux message, qu'est-ce qu'il contient? C'est ce qu'on appelle le payload. La plupart du temps, c'est du JSON. Pensez-y comme à un colis bien rangé. À l'intérieur, toutes les infos sur l'événement, le nom du contact, l'adresse email, le montant de la transaction, tout est là, bien structuré et facile à lire pour une machine. Allez, à cette théorie, on passe à la pratique. On va voir concrètement comment ça se passe pour configurer un webbook dans un outil que beaucoup connaissent, N8N. Une chose super importante à comprendre dans N18, c'est qu'il y a 2 types d'URL. L'URL de test, c'est notre bac à sable. Elle est temporaire, elle sert à construire, à tester, à voir si tout fonctionne comme prévu. L'URL de production, c'est la version finale. Une fois le workflow activé, elle est permanente. C'est celle-là qu'on va utiliser pour de vrai. Il ne faut surtout pas les confondre. Ensuite, il faut choisir une méthode HTTP. Les 2 qu'on voit partout, c'est GET et POST. Pour faire simple, GET, c'est souvent quand on clique sur un lien. C'est assez basique. POST, c'est la méthode reine pour les webbooks. C'est elle qui permet d'envoyer un payload, donc des données structurées, comme celles qui viennent d'un formulaire ou d'une autre application. On en arrive au point que beaucoup de gens oublient, et c'est pourtant absolument vital. Un webbook qui n'est pas sécurisé, c'est comme laisser la porte de sa maison grande ouverte. Voyons pourquoi c'est une mauvaise idée, et surtout comment on la verrouille. Alors ça, c'est le genre de message qui fait froid dans le dos. Et ce n'est pas une fiction. C'est l'histoire bien réelle d'une boîte qui a laissé un webbook public traîner. Quelqu'un l'a trouvé et s'est bien amusé. Résultat, 2400 € de crédit OpenAI partis en fumée, en une seule nuit. Et pour générer quoi, à votre avis? Des blagues sur les chats, oui. Une erreur qui coûte très cher et qui franchement aurait pu être évitée en moins de 5 minutes. Par défaut, quand on crée un webbook, il n'y a aucune sécurité. 0. Sur une échelle de 1 à 10, on est à 1. On peut utiliser une authentification basique, c'est déjà un peu mieux, mais la méthode vraiment pro, celle qu'on va voir, c'est l'authentification par en-tête, qui nous fait grimper d'un bon cran en termes de protection. L'idée est toute bête mais redoutable. Pas de mot de passe, tu ne rentres pas. C'est ce qu'on appelle la header auth. Chaque appel qui arrive sur notre URL de webbook doit contenir une clé secrète, une sorte de code, dans ses métadonnées. Si la clé n'est pas là ou si c'est la mauvaise, N8N dit simplement non et rejette la demande. C'est simple et c'est ultra efficace. Et pour le mettre en place, c'est l'affaire de quelques secondes. Dans les options du webbook, on sélectionne Headers Off. On donne un nom un peu unique à notre en-tête secret. Ensuite, on génère une chaîne de caractères bien longue et bien aléatoire, et on la colle comme valeur. C'est tout. La porte est maintenant verrouillée. Parfait. Pour finir, faisons un petit tour d'horizon des bonnes pratiques à adopter pour que nos webbooks restent des outils fiables et solides sur le long terme. Pour résumer, la règle d'or, c'est toujours utiliser une authentification. C'est non négociable. On s'assure aussi que tout passe par HTTPS pour que les données soient chiffrées.
Pensez à surveiller ce qui se passe pour repérer les erreurs et à toujours vérifier les données qu'on reçoit avant de faire quoi que ce soit avec. Et le dernier point souvent oublié, documenter ce qu'on a fait, ça peut sauver des heures de travail plus tard. Voilà, maintenant les portes de l'automatisation en temps réel sont non seulement ouvertes, mais aussi sécurisées. La question n'est plus de savoir comment faire, mais plutôt par quoi commencer. Alors, quel est le premier processus répétitif qui vous vient en tête et qui serait un candidat parfait pour une première automatisation ?